Hello tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais parler de comment glaner les bourgeons à la veille du printemps. Et j'entends par là glaner les bourgeons au sens propre comme au sens figuré lors de cette période qu'on appelle les prémices du printemps. Alors en ce moment, c'est le mois de février et dans le sud de la France, il fait un temps magnifique. Donc je voulais de plus en plus amener des vidéos qui puissent vraiment faire ce lien entre les saisons, ce qui se développe à l'extérieur et notre rapport à la nature, parce que par rapport à ce que je vois dans ma clientèle, vu le nombre de personnes stressées, surmenées, fatiguées, épuisées ou en perte de sens ou en déconnexion totale avec, la beauté de la vie, je trouve que de se relier à la nature, ça reste un outil absolument fabuleux, autant sur un plan physique que psychique, et ça permet de nourrir notre état intérieur et puis aussi d'observer la beauté du monde extérieur. Donc je vais faire de plus en plus de vidéos. Celle-ci est au mois de février, concerne donc les prémices du printemps et je voudrais illustrer à chaque fois ce qui se passe dans la nature à ce moment-là et comment on peut entrer en rapport avec la nature à ce stade précis de l'année. Et par rapport à ça, pouvoir illustrer concrètement avec du folklore. Donc du folklore qui sera associé à cette époque au niveau symbolique, mais aussi au niveau rituel. Donc pouvoir vous présenter un remède, une recette ou un rituel en lien avec ce qu'on peut trouver dans la nature en ce moment. Parce que c'est une façon aussi de se relier à la nature que de faire, d'interagir et d'entretenir une relation avec le vivant. Et puis bien sûr toutes les traditions autour du remède, de la recette ou du rituel. Alors la nature en février, sur notre calendrier grégorien en tout cas, c'est la fin de l'hiver certes, mais il se passe autre chose. On va dire que c'est la promesse du printemps. Parce que dans la nature, les choses commencent à bouger. Et particulièrement dans le monde végétal, on va retrouver des premiers mouvements, la germination des graines qui ont été en dormance jusqu'ici et les premiers bourgeonnements. Voilà. On peut parler aussi de plantes pionnières, pas au sens habituellement utilisé, mais les premières plantes qui montrent le bout de leur nez, bien qu'elles commencent déjà au mois de janvier. Celles qui percent la neige, vous savez, dans ces régions, il y a encore la neige. Donc il y a un mouvement dans le monde végétal, dans le monde animal aussi, et il y a un retour manifeste de la lumière. Et donc notre rapport à cette saison, à ce mois de février dans la nature, c'est que on va ressentir, puisqu'on fait partie de la nature, on ressent autour de soi, si on a un petit peu le sens de l'observation, qu'il y a donc ce mouvement qui s'opère, on sent les débuts du mouvement de la vie et il y a une sorte d'anticipation, d'enthousiasme qui s'installe et on sent cet éveil à l'intérieur de soi également. Voilà, il y a vraiment cet éveil intérieur, cet élan de vie avec le printemps à venir qui démarre quelque chose en nous. Et au niveau du folklore, le folklore associé, on va trouver différentes traditions. Les plus connues vont être le printemps chinois, puisque les Chinois ont un calendrier, en tout cas dans leur tradition ancestrale que j'utilise moi en Qigong, le printemps débute en février. Cette année, ça va être le 10 février avec l'année du dragon de bois. Et pour les Chinois, c'est l'occasion de fêter le Nouvel An, mais le Nouvel An correspond au début du printemps parce que eux s'intéressent vraiment au premier mouvement de vie énergétique, vraiment au mouvement presque invisible, à la manifestation de la sève à l'intérieur du végétal, à ce qui éveille l'animal en hibernation, ce genre de choses. Et donc, début février, débutent les festivités pour le printemps. Dans une autre tradition, on a la tradition celtique qui, elle, va estimer que le premier printemps, c'est début février. On a la fête Imbolc qui symbolise le retour de la lumière, les premiers mouvements de la vie, la naissance des premiers animaux avec tout ce que ça implique au niveau végétal, animal, c'est-à-dire la vie qui renaît, mais qui renaît de façon fragile. Cette vie qui a besoin d'être coucounée, d'être
nourri, protégé, et pour autant c'est une force de vie qui se manifeste en même temps. Donc c'est très très beau de pouvoir observer ça, et on a les premiers agneaux qui naissent, les premières petites chèvres. Donc c'est la vie qui prend un nouveau tempo, comme si elle s'accélérait un petit peu à ce moment-là, et ça nous donne ce sens, comme je disais tout à l'heure, d'anticipation, et ça éveille en nous la joie. Pour les anciens, c'était aussi la certitude, quasi-certitude que tout allait bien se passer, que le printemps allait venir. Ça annonce un changement, voilà, manifeste. Et je dirais que pour nous, c'est une phase où on sort de la torpeur de l'hiver, on est un petit peu ensuqué aussi par les fêtes, et on a besoin quand même de prendre notre temps, de pas trop se hâter, d'être patient et de se remettre en mouvement tout doucement, donc de mobiliser toute l'énergie qu'on aurait pu mettre de côté, idéalement, si vous avez bien suivi le rythme des saisons. En automne, en hiver, on a concentré l'énergie, on s'est moins dépensé, et on a pu collecter cette énergie, la concentrer dans les coffres forts du corps, et pouvoir tranquillement éveiller ces ressources d'énergie progressivement, petit à petit, lentement, comme si au réveil, on commençait à déployer ses doigts, ses orteils, pour pouvoir tout lentement lever la tête, puis le corps. Alors dans cette vidéo, je voulais faire un petit zoom sur les bourgeons qu'on retrouve particulièrement aux prémices du printemps. C'est une manifestation de la nature qu'on n'est pas forcément sensibilisé à observer, que vous pouvez vous-même aller observer. Je vous invite à aller le faire, à partir faire un bain de nature pour aller voir le tout début de la vie. Donc, tout comme je disais qu'il y a des nouvelles naissances d'animaux et que la vie est à la fois fragile et forte, puissante, puisque la naissance c'est quelque chose de très puissant, le bourgeon c'est exactement la même chose, c'est un subtil mélange de fragilité et de force dans le végétal que vous pouvez aller observer. Donc allez, sortez, regardez sur les différents arbustes, différents arbrisseaux, la forme différente des bourgeons en fonction des essences, la couleur différente des bourgeons, la façon dont certains sont peut-être plus matures que d'autres, et observez ce stade de la nature. C'est une façon pour vous de calmer votre système nerveux, de vous relier à une certaine rythmicité au niveau de vos rythmes de vie, de vous redonner du sens, de vous redonner de la créativité aussi. Allez faire un tour dehors. Et donc, je voulais vous amener un remède de gémothérapie, puisque la gémothérapie, c'est la thérapie par les bouchons. Pardon, ça aurait pu. C'est la thérapie par les bourgeons, et c'est une façon de se relier à la nature autour de soi, parce que c'est tellement discret que du coup il nous faut vraiment un grand sens de l'observation pour aller voir, pour aller être comment dire, vraiment intuitif par rapport au bon stade, parce que la gémothérapie, donc ça demande véritablement qu'on aille observer en profondeur pour pouvoir aller glaner le bourgeon au moment opportun. Ça s'invente pas vraiment, on a une toute petite fenêtre d'opportunité pour le faire. Et c'est une façon de marquer aussi nos calendriers avec les grandes transitions de la vie. Donc la gémothérapie, on va retrouver les bourgeons ou les jeunes pousses. Les bourgeons, c'est sous forme, donc c'est la feuille future, mais qu'on va retrouver sous forme d'écailles fermée, qui est prête depuis l'automne et qui est en dormance tout simplement jusqu'à l'élan de vie du printemps ou de l'avant-printemps. Et la jeune pousse, on va dire que c'est la première manifestation, c'est l'ouverture à peine des écailles du bourgeon, à peine, pour pouvoir commencer à montrer les petites pousses. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'on ne veut pas attendre que ce soit très déployé. On retrouve donc les bourgeons, les jeunes pousses, et puis pour certaines plantes, pas beaucoup, les radicelles. Et ça se retrouve principalement sur les arbres, les arbrisseaux et les arbustes.
L'histoire de la gémothérapie débute dans les années 50, donc c'est très très récent dans la thérapie par les plantes. C'est un médecin belge qui a mis au point cette technique, Paul Henry, docteur Paul Henry. Et donc c'est une technique qui n'a pas beaucoup de recul et finalement qu'on utilise beaucoup en Belgique, en Europe, plus qu'ailleurs. Beaucoup moins utilisée aux États-Unis par exemple. Et il faut qu'on puisse... Alors ce docteur, il a voulu prendre le bourgeon qui représente l'embryon de la vie végétale et il est allé étudier un petit peu les composants des bourgeons. Il s'est rendu compte que c'est très riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, en antioxydants très très puissants. On est avec un bébé en fait dans les mains. Donc il y a tout le potentiel. Il est dit que le bourgeon contient tout le potentiel de l'arbre, du végétal. Il y a des tissus très particuliers, ce sont des cellules qui peuvent se développer, qui pourraient prendre la forme de n'importe quel tissu de l'arbre, donc des feuilles, des fleurs et autres. Et donc, ce médecin s'est rendu compte que donc il y avait une énorme vitalité dans les bourgeons qui pourrait être très utile pour nous, humains. Et donc, il a inventé la gémothérapie. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour aller glaner quelques bourgeons. Si on devait parler des bienfaits principalement, il y a assez peu de recul sur cette nouvelle tradition, donc on dira que c'est utilisé pour le moment à titre préventif principalement. Mais on sait que comme il y a énormément de vitalité dans les bourgeons, c'est une excellente façon de se tonifier, de renforcer tous les systèmes du corps. On verra que selon les arbres, il y a différents systèmes qui sont concernés. Et donc, c'est un tonifiant général en fait, qui va ressourcer en profondeur, régénérer et à la fois aussi drainer. Donc en gros, on a des grandes actions globales de drainage et de tonification. De la prévention en priorité. Et ce qui est super avec les bourgeons, c'est qu'on sait qu'il y a très peu de contre-indications parce que le tissu même ne présente pas de substances chimiques qui pourraient être problématiques pour nous. Contrairement à la phytothérapie, la plante entre guillemets adulte, on a assez de contre-indications pour être sûr que pour chacune des plantes, il y aura toujours une ou deux, voire plus de contre-indications. Il existe quand même, je précise, dans la gémothérapie, deux contre-indications principales. La première, c'est l'alcool. Si vous êtes une personne sensible à l'alcool et que vous êtes en phase de sevrage d'alcool, il vaut mieux éviter, mais ça va être pareil pour d'autres préparations comme les alcoolatures, par exemple, de phytothérapie. Et si vous êtes particulièrement sensible à tout ce qui est hormonodépendant, donc en particulier les pathologies de déséquilibre hormonal ou surtout de cancer hormonodépendant, là, on va éviter certains bourgeons, pas tous, il n'y en a pas énormément, mais certains, je vais vous en citer un en particulier aujourd'hui, qui ont des hormones végétales à l'intérieur d'eux assez importantes et qui ont un impact sur le système hormonal. Ça ne veut pas dire que ça vous ferait forcément du mal, mais ça peut impacter. Et comme on n'a pas de recul pour le moment, au niveau des études, il vaut mieux par précaution s'abstenir. Et pareil pour la femme enceinte, vu qu'elle est dans une phase où il y a quand même un jeu d'hormones assez important, on évitera certains bourgeons qui sont riches en hormones végétales. Voilà, plus par précaution qu'autre chose. Alors, comment s'y prendre pour faire un remède de gémothérapie? C'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir la motivation et l'envie d'aller faire un bain de nature. Alors c'est un remède qui demande qu'on s'implique dans la nature, qu'on aille repérer, ou idéalement qu'on ait repéré au préalable quel arbre se situe à quel endroit, ou du moins qu'on puisse identifier l'arbre en particulier qui vous intéresse. Parce que arrivé à la fin de l'hiver, vous allez avoir, pour la plupart des arbres,
pas mal d'arbres dénudés, plus de feuilles, probablement plus de fruits. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile et moins reconnaissable d'aller identifier un chêne, un noisetier, un hêtre, un marronnier, etc., etc. Donc, pour être absolument sûr de vous, n'allez pas forcément glaner dans la nature des choses dont vous ne seriez pas certaines. Faites en sorte que vous débutez avec des arbres que vous connaissez dans des parcs, dans des jardins. Vous avez l'habitude d'aller au fil des saisons. Vous avez pu repérer que tiens, là il y avait une aubépine ou tiens, là il y avait un églantier. Et vous pourrez peut-être, alors assurez-vous d'avoir l'autorisation de cueillir évidemment, vous pourrez à ce moment-là cueillir en toute sécurité. Ça, c'est la première chose. Donc, ça demande un sens de l'observation. On peut trouver souvent au mois de février les premiers, les pionniers, ça va être le noisetier et le marronnier. Alors ça va dépendre bien sûr des latitudes, de la latitude à laquelle vous vous situez, de la géographie, du microcosme, ça va dépendre aussi du climat, ça va dépendre de l'altitude. Ici dans le sud de la France, ça va être prêt beaucoup plus tôt. Donc il y aura toujours des petites divergences au niveau de quand c'est disponible. Mais en tout cas, en général, les premiers, les prémices, les pionniers, ce sont le noisetier et le marronnier. Donc si vous connaissiez particulièrement bien ces arbres et que lors de vos balades, vous avez pu identifier à tel ou tel endroit le noisetier ou le marronnier, c'est l'occasion d'aller jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble ces petits bourgeons. Ne confondez pas par exemple non plus avec les fleurs, par exemple les chatons qui pendent du noisetier. Le bourgeon, c'est le bourgeon. Le chaton, c'est la fleur. On a d'ailleurs des fleurs mâles et des fleurs femelles. Bon, très rapidement, le bourgeon de noisetier, super pour tout ce qui est trouble ORL et puis tout ce qui est trouble circulatoire. Et le marronnier, super. Enfin, sa spécificité, c'est surtout la circulation veineuse sanguine du petit bassin et avec un grand plus pour les hémorroïdes. Après, au mois de mars, on va avoir différents arbres, arbustes qui vont se manifester, donc en particulier le sureau, l'églantier, l'aubépine, la ronce aussi. Et oui, la ronce, on n'y pense pas forcément. Donc le sureau, lui, va être très intéressant pour tout ce qui est immunité, ORL, et il a un grand rôle au niveau du digestif, si vous avez une digestion particulièrement lente. Super bourgeon pour ça. L'églantier, il va avoir aussi une spécificité comme le sureau respiratoire immunitaire. Et au niveau de la ronce, on va retrouver aussi, chez les jeunes pousses cette fois-ci, une spécificité pour la gorge. Donc très important pour la gorge. Et puis la ronce, elle renforce aussi au niveau ostéo-articulaire. Enfin, le quatrième que je vous ai cité, c'était l'aubépine. Alors l'aubépine, tout comme en phytothérapie, c'est la plante qu'on utilise pour tous les petits troubles de cœur, de palpitations, de tension. Voilà, s'il n'y a pas de pathologie, vous pouvez vous tourner vers l'aubépine. S'il y a des pathologies de cœur importantes, vous vous tournez vers votre cardiologue, bien évidemment. Et elle aide aussi surtout à gérer les emballements du cœur en cas de stress. Après, on a aussi, au mois de mars, souvent le tilleul, qui va aussi être très utile en cas de stress ou en cas d'insomnie. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le pin des montagnes. Je ne veux pas vous en citer beaucoup, mais le pin des montagnes, si vous habitez en altitude, qui a une spécificité pour tout le système ostéo-articulaire, en particulier renforcer les cartilages, reminéraliser, soutenir les os et les articulations. Et puis, plus tard, au mois d'avril, souvent, c'est le chêne qui se réveille. Et là, petite mise en garde, donc le chêne, il a des composés, il est très riche en hormones végétales. Donc, c'est un bourgeon à éviter pour les personnes qui seraient sujettes à des problèmes hormonaux importants, pathologiques. Et lui, il redonne la force, le tonus. Et puis, évidemment, il a un impact sur les hormones mâles, la testostérone, et puis aussi sur les hormones des surrénales, celles qui nous donnent justement le tonus, l'envie d'aller de l'avant et le boost, voilà, les hormones qu'on retrouve dans les surrénales, cortisol, adrénaline, ce genre de choses. Donc,
Comment est-ce qu'on prépare un petit remède? Je vais vous donner les grandes étapes rapidement. Tout d'abord, c'est un remède qu'on prépare toujours frais, d'où l'intérêt du bain de nature, puisque vous allez faire une immersion dans la nature avec votre petit bocal stérilisé pour pouvoir justement mettre les bourgeons dès la cueillette dans le bocal, dans une solution, dans un solvant, parce que dans la technique, traditionnellement, c'est comme ça qu'on fait. C'est un remède qui se fait quasiment exclusivement frais. Et vous en retirez beaucoup de bienfaits si vous procédez ainsi. Donc vous prenez un petit bocal, ça peut être 60, 100 millilitres pour vous donner un ordre d'idée. Là j'ai un super bocal de 250 millilitres qui est un petit peu grand, parce qu'évidemment on ne va pas aller cueillir tous les bourgeons de la planète non plus. Et sachez qu'il faudra un pot par type de bourgeon, on ne mélange pas les bourgeons, on les laisse macérer tranquillement de leur côté. Donc un bocal en verre. Là, j'ai un super bocal avec un joint en caoutchouc. C'est l'idéal parce que le solvant qu'on va y mettre peut venir attaquer les couvercles en plastique ou en métal, enfin surtout en métal, pardon. Et donc le petit joint en caoutchouc nous permet d'éviter qu'il y ait de la rouille qui se forme. Vous aurez préalablement donné un petit coup de pchit avec de l'alcool à 70 à l'intérieur et à l'extérieur du bocal pour pouvoir bien stériliser. Et puis, vous allez vous munir d'un mélange de solvant. Donc, vous allez prendre une petite bouteille avec un mélange de solvant. Et le solvant qu'on va utiliser pour la gémothérapie, il est un petit peu plus complexe que le solvant de l'alcoolature qui utilise exclusivement de l'alcool, mais c'est tout à fait faisable, croyez-moi. On va utiliser un tiers d'eau, un tiers d'alcool à 96 degrés et un tiers de glycérine végétale bio. J'insiste, glycérine végétale bio parce qu'il existe de la glycérine synthétique, de la glycérine animale. Donc assurez-vous bien que vous trouvez de la glycérine végétale bio, ça se trouve très facilement. Le souci qu'on a, c'est que l'alcool à 96 degrés, eh bien en France, c'est compliqué de s'en procurer, voire quasi impossible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de magie et on va trouver de l'alcool à 55 degrés, l'alcool le plus fort qu'on puisse trouver. Donc souvent, moi ce que je remarque, c'est que c'est le rhum à 55 degrés. Les vodkas en général, c'est assez difficile de les trouver au-delà de 40 degrés. Et puis, comme c'est un alcool qui sera déjà dilué, prédilué, puisqu'il est qu'à 55 degrés, c'est comme si le rhum constituait notre part d'eau et d'alcool à 96 degrés. Voilà. Donc, si on met 2 tiers de rhum à 55 degrés, on emplit la fonction de ce qui aurait pu être notre tiers d'eau et notre tiers d'alcool à 96 degrés. Donc, moralité, 2 tiers de rhum à 55 degrés et 1 tiers de glycérine végétale bio. Vous vous baladez avec ce petit flacon que vous allez mélanger évidemment au préalable. Et puis, vous partez avec votre petit bocal et vous vous mettez à observer quel arbre, quel bourgeon et à cueillir. Alors, la cueillette, il faut qu'elle soit éthique. Et dès que vous cueillez, vous mettrez dans le bocal. Éthique parce que rappelez-vous que le bourgeon est un bébé, est un embryon, donc c'est le bébé de l'arbre. Si vous retirez moult bourgeons à l'arbre, il n'y aura pas de feuilles. Voilà, c'est sa possibilité de faire différents tissus. Donc on évite toujours de prendre beaucoup de bourgeons sur un même arbre, pas plus de 2-3, et vous passez d'arbre en arbre. Donc c'est bien d'avoir repéré quelques spécimens du même arbre ou arbuste et avoir pu passer de l'un à l'autre. L'autre partie de la cueillette éthique, c'est de ne jamais prendre un bourgeon au bout de la branche, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bourgeons terminaux, parce que sinon l'arbre va pas pouvoir grandir. Donc toujours prendre les bourgeons sur les côtés, les bourgeons dits latéraux. Voilà. Et puis, hop. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que si
vous n'aviez pas pour X raison de la glycérine végétale bio, vous pouvez, ça se fait, remplacer par du miel liquide. En général, c'est le miel d'acacia qui est utilisé. Voilà, mais après, il y a assez peu de recul sur le pouvoir d'extraction du miel par rapport à la glycérine. Donc, ça se fait, mais dans la tradition, on est plutôt sur la glycérine. Et donc, vous allez remplir votre bocal à peu près au tiers ou à la moitié de bourgeons. Donc là, vous avez vu, c'est une grosse capacité quand même. Prenez plutôt quelque chose de plus petit. Vous remplissez au tiers ou à la moitié parce qu'il faut un rapport particulier entre le tissu végétal et le solvant. Et puis, vous allez remplir ensuite votre bocal avec votre solvant pré-mélangé que vous aurez secoué au préalable et vous allez remplir jusqu'en haut pour bien recouvrir les bourges. Ensuite, vous fermez. Si jamais vous avez un couvercle en métal, vous pouvez mettre une petite feuille de papier cuisson sous le couvercle, comme ceci, pour pouvoir éviter, bon là c'est un petit peu exagéré, mais vous avez compris l'idée, éviter l'oxydation. Et vous allez disposer votre flacon à l'abri de la lumière et de la chaleur, idéalement dans un placard. Évidemment, vous le secouez un petit peu avant et puis vous le laissez 3 semaines minimum en remuant chaque jour ou tous les 2-3 jours. Vous passez devant, vous avez une pensée pour le petit remède, vous remuez et puis au sortir des 3 semaines, vous filtrez. Vous filtrez dans un autre récipient avec une petite mousseline comme ça, idéalement non javélisée, donc assurez-vous bien d'avoir quelque chose de clean. Vous mettez ça dans une petite bouteille en verre, évidemment pas de ce diamètre-là, mais quelque chose de beaucoup plus petit, recyclé ou pas. Et vous étiquetez, vous embouteillez et vous pouvez utiliser ce magnifique remède pour vous renforcer, vous drainer, vous ressourcer et puis agir sur le système de votre corps spécifique que vous auriez ciblé. Voilà. En termes de recommandations de dose, on dit pour les adultes c'est 15 gouttes par jour, idéalement en 2 ou 3 prises. Donc par exemple 5 gouttes le matin, 5 gouttes le midi, 5 gouttes le soir, ou ça peut être moitié-moitié, 7 gouttes le matin, 8 gouttes le soir. À vous de voir, mais on reste sur 15 gouttes par jour. Et pour les enfants, c'est surtout à partir de 6 ans. Pour être tranquille, il y a 2 écoles. Une école qui dit c'est 1 goutte par année d'âge. Pour un enfant de 6 ans, ce serait 6 gouttes par jour. Ou 1 goutte pour 10 kg de poids. Par exemple, un enfant de 6 ans, il fait 20-25 kg. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de plus réservé qui est de 2 gouttes et demie. Amusons-nous à faire ça. Voilà, donc à vous de choisir ce qui vous convient. Et donc je clôturerai cette vidéo en vous souhaitant de très belles expériences dans la nature, en vous souhaitant de pouvoir utiliser ce type de rituel remède pour vous relier, entrer en relation avec la nature, en cohésion, en cohérence et être de plus en plus sensible mentalement, mais pas que mentalement, physiquement, par vos 5 sens, intuitivement, par votre 6e sens, à toutes ces manifestations du vivant autour de vous et à l'intérieur de vous. Ça redonne du sens, ça redonne du peps, ça redonne de l'espoir, surtout au printemps, ça redonne de l'énergie, ça calme, ça apaise. Que du bonheur. Que demander de plus? Merci et à tout bientôt.